Bonjour et shalom pour notre nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Eh bien, nous avons choisi de nous pencher aujourd'hui sur un aspect essentiel du lourd dossier, il faut le dire déjà abordé dans nos émissions, concernant la délégitimation systématique d'Israël qui accourt dans les médias internationaux, sur la scène politique mondiale, à savoir comment combattre en diaspora l'Israël bashing et cette mise au banc permanente de l'État d'Israël. Alors, quelques éléments tout d'abord pour situer le débat qui suivra avec notre invité de cette semaine. Tout d'abord, nous l'avions déjà analysé récemment, l'Europe et les institutions européennes jouent un rôle de premier plan sur la scène diplomatique pour vilipender et critiquer injustement Israël en le rendant seul responsable des impasses de ce qu'on appelle encore le processus de paix au Moyen-Orient. Et ce, en mettant en cause les orientations politiques et sécuritaires souvent justifiées de son gouvernement et en exonérant le leadership palestinien de toutes ses positions extrémistes et irrédentistes et aussi de son soutien franc et massif au terrorisme. Deuxième remarque, les instances de l'ONU n'ont rien à envier malheureusement à celles de l'Union européenne puisqu'elles ne cessent elles aussi d'adopter, sous l'impulsion du bloc des pays arabes et des non-alignés, un nombre tout à fait disproportionné de résolutions anti-israéliennes, un phénomène en courbe ascensionnelle aussi bien devant le Conseil de sécurité de l'ONU que devant son Conseil des droits de l'homme siégeant à Genève en présence de délégués de pays aussi démocratiques que le Soudan, la Libye, Cuba ou l'Iran. Troisième remarque, il faut par ailleurs noter que dans chaque pays du vieux continent, et y compris en France, c'est un fait qu'il existe des segments non négligeables de la classe politique qui osent afficher un parti pris très hostile à Israël, à la fois pour des raisons idéologiques, mais surtout plus bassement pour attirer l'électorat arabo-musulman qui est dans l'Hexagone 20 fois plus massif que le prétendu électorat juif. On se souvient ainsi, et tout le monde s'en souvient, de la phrase tristement emblématique de ce courant d'opinion qui avait été écrite par l'ex-premier ministre français Dominique de Villepin, selon laquelle, je cite, « l'État d'Israël n'est qu'une parenthèse de l'histoire ». Fin de citation. Sans parler non plus des prises de position franchement hostiles à l'État juif, affichées en France par nombre d'autres hommes politiques, notamment dans le camp influent et de plus en plus influent, on vient de voir aux élections européennes, des écologistes, et par bien des rédactions de journaux nationaux comme de province. Eh bien, pour parler de tout cela avec nous, se trouve à mes côtés Jean-Marc Metzger. Jean-Marc, bonjour et shalom. Vous êtes actuellement en visite en Israël et vous êtes médecin spécialisé en rhumatologie, installé à Strasbourg, là même où se trouve le Parlement européen, dont nous avons la photo à ma droite, et surtout là où vous avez lancé, voilà 3 ans à peine, dans cette ville, avec quelques amis, l'association régionale Israel Forever, région d'Alsace, Israel Forever, tout le monde comprend que ça veut dire Israël pour toujours, dont le but est justement de lutter contre la délégitimation de l'État juif et de rallier le maximum de soutien à Israël, à la fois de la part des élus locaux, mais aussi de certains segments de la population régionale, notamment dans les milieux chrétiens. Alors, pouvez-vous nous citer quelques exemples des actions publiques que vous avez menées ces dernières années ? Merci Richard. Je veux d'abord préciser que, à force d'exhibitions de haine anti-israélienne, des citoyens de bonne foi ont compris que toutes les manifestations de l'antisionisme, quel que soit leur habillage politique ou intellectuel, avaient un socle commun, l'antijudaïsme. Sion est à la fois le lieu géographique, la référence biblique, le creuset sémantique, la quintessence spirituelle du peuple juif. Et vouloir réduire aujourd'hui la séquence contemporaine du sionisme à l'attribution d'un pays pour un peuple et réduire fortement le sionisme. Le sionisme fonde ses racines dans les profondeurs de la Bible et dans le tréfonds de l'être juif. Donc vouloir attaquer le sionisme, c'est en fait compte attaquer le judaïsme en plein cœur. Et beaucoup de citoyens donc ont compris qu'il fallait quelque chose et ils se sont réunis avec nous, tant des amis chrétiens que juifs, pour créer Israel is Forever en Alsace. Alsace donc au plan régional. Au plan régional.
Strasbourg et ses environs. Strasbourg et le Grand Est. Et le Bade-Wurtemberg, la frontière, les territoires allemands qui sont à la frontière avec le Rhin. Alors, je réitère ma question. Quelques exemples de vos actions. Qu'est-ce que vous faites en gros? Eh bien, notre première manifestation a été la diffusion du film de Pierre Rove, Les mensonges de BDS, où nous avions réuni en septembre 2017 plus de 350 personnes à Strasbourg pour assister à ce premier événement. C'était quelque chose auquel on avait donné beaucoup d'importance. Dans le centre-ville et dans un cinéma et pas dans un lieu communautaire. Non, ce n'était pas dans un lieu communautaire, c'était dans une grande villa, la village Tourme, qui peut recueillir autant de monde et où il y a eu un direct avec Pierre Rove après la projection du film et ensuite un grand cocktail qui avait été offert par Israelis Forever pour marquer le coup. Et ça avait suscité l'opposition des gens du BDS locaux. Oui, ils étaient venus manifester, ils étaient devant la village Tourne et la police française était venue les écarter. Et alors, autre manifestation que vous avez organisée? Eh bien, on a eu la chance, Richard, d'avoir votre présence à Strasbourg à plusieurs reprises. D'abord en Noël, à l'époque de Noël 2017, en décembre, oui, c'était notre deuxième manifestation. Et c'était une conférence que vous donniez sur le sort du million de juifs des pays arabes qui avaient été expulsés, spoliés. Et il y avait aussi une participation musicale pour agrémenter la soirée. Et là aussi, il y avait eu beaucoup de monde. Ensuite, nous avons eu le colonel Olivier Rafovitch qui nous a parlé de la situation géopolitique. Notre ami Michel Gourfinkel qui est venu également pour parler de tout ce qui concernait l'environnement juridique de la Judée, de la Samarie et de Jérusalem. Vous êtes revenu pour nous parler de Tsahal, l'armée la plus morale du monde. Également ensuite pour nous montrer comment on pouvait lutter contre le bashing d'Israël en montrant un film qui déshonorait Israël et auquel les répliques adaptées avaient été apportées. Et donc, ce sont chaque fois des manifestations publiques qui réunissent, et c'est ma seconde question, souvent dans vos actions, il y a autant de citoyens français juifs que de non-juifs. Vous faites un peu comme l'avaient fait dans le temps les sections France-Israël, vous ne vous adressez certainement pas qu'aux juifs. Justement, nous adressons beaucoup à un public chrétien et qui vient soutenir et qui est une cheville ouvrière essentielle dans notre section. Il y a des amis qui viennent de très loin, des amis qui viennent d'Allemagne, du nord de l'Alsace. Et j'aimerais quand même rappeler que le 15 janvier 2017, François Hollande avait convoqué une conférence internationale à Paris pour étudier le sort du Moyen-Orient et qu'Israël n'avait pas été invité. Une manifestation avait été organisée à Strasbourg, qui n'avait pas recueilli énormément d'adhésions, mais beaucoup d'amis chrétiens. Et c'est à ce moment-là que nous avons fait leur connaissance et qu'ils se sont joints à nous, parce qu'à la fin de la manifestation, quand le public s'était clairsemé... Place de la République à Paris. Oui, absolument, à Strasbourg. Tous ceux qui étaient vraiment intéressés avaient continué à rester avec nous et parler, et c'était des amis chrétiens, des amis évangéliques de l'église évangélique, des amis de l'équipe de l'association Ebenezer qui fait énormément pour les juifs dans les pays de l'Est ou là où ils sont perdus, pour essayer de les rattraper et de les faire venir en Israël en les soutenant. Et précisons d'ailleurs pour les auditeurs que cette conférence soi-disant internationale de Paris avait été un nouveau coup d'épée dans l'eau qui n'avait rien donné, tant parce qu'elle était mal organisée que parce qu'elle n'avait pas sa place. J'aimerais encore là, précisément une anecdote. À la fin de cette manifestation, le public est allé retrouver sa voiture et est parti. Et à un moment, des amis me racontent, on a vu là nos amis allemands qui discutaient avec des amis que nous n'avions pas vus depuis des années, des amis du nord de l'Alsace, de Wissembourg. On se demandait comment êtes-vous là ? Il faut écouter ça. Ces amis chrétiens avaient entendu du tout nord de l'Alsace qu'il y avait cette manifestation à Paris, une manifestation à Paris contre la conférence de Hollande. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils ne savaient pas que nous organisions, avec le CRIF à Strasbourg et France-Israël, cette manifestation. Ils sont venus de Wissembourg.
Ils ont tourné autour du comptable, autour de la grande synagogue de la paix, en priant, ne sachant pas qu'à 300 mètres de là, il y avait notre manifestation. Et c'est quand ils ont vu des amis qui portaient encore le drapeau israélien, qui allaient prendre leur voiture, ils disaient, mais que vous faites-vous là ? Donc en fait, vos actions réunissent des énergies pro-israéliennes qui se développent chacun dans son coin et qui s'ignoraient. Et donc ce sont des amis qui vraiment ne reculent devant aucun sacrifice. Leur temps, leur argent, quand il y a des billets moins chers à partir de Baden ou à un aéroport, ils emmènent d'autres amis chrétiens pour leur faire visiter Israël. C'est tout à fait inimaginable. Nous avons fait une manifestation en souvenir de 86 juifs sélectionnés par des anthropologues nazis dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Ces 86 hommes et femmes juives ont été transportés d'Auschwitz en avril 1943 dans le camp de concentration, l'ancien camp de concentration nazi en France de Natzwiller, Struthof-Natzwiller. Et là, ils ont été gazés pour que leurs squelettes servent de témoins ultimes dans le musée de témoins ultimes de l'existence d'un peuple juif en tant que squelette dans le musée des squelettes de l'Institut d'anatomie de la Reichsuniversität de Strasbourg, qui était un musée très complet, et il manquait les squelettes juifs. Alors, nous avons fait cette manifestation. Qu'en est-il, puisque vous êtes à Strasbourg, des rapports de votre association, qui existe donc depuis 3 ans, je le répète, avec les pouvoirs publics strasbourgeois et surtout avec les institutions européennes de la ville ? Avec les institutions strasbourgeoises, le maire, M. Ries, nous a reçus lorsque nous avons prévu de faire cette marche du souvenir du camp d'Auschwitz pour rendre hommage aux 86 juifs qui ont été sacrifiés. Il nous a reçus avec beaucoup de plaisir, mais il faut savoir que son bras droit, qu'il appelle conseiller diplomatique, a été pendant de nombreuses années à Ramallah le directeur du centre franco-allemand d'amitié dans cette ville. Qui est le siège de l'autorité palestinienne. Qui est le siège de l'autorité palestinienne. Grâce aux actions d'Israelis Forever, nous sommes arrivés à faire arrêter des manifestations des femmes en noir et de BDS qui se déroulaient depuis plus de 10 ans, un samedi sur 2, place Kléber, à Strasbourg. Et nous avons obtenu que cette manifestation cesse. Il se trouve qu'au moment des troubles à Gaza, il y a eu une manifestation pour la première fois depuis longtemps, et BDS avait installé un kiosque. Et lorsque j'ai exprimé ma surprise au maire, M. Ries, il s'est tourné, comme moi maintenant, vers son conseiller diplomatique. Il a dit « Oui, ils avaient un kiosque ». Alors, pour savoir utiliser ces mots, bien sûr, il est en contact direct avec eux. Pour le Parlement européen, nous avons prévu, au mois d'octobre, la deuxième partie de notre opération de la chambre à gaz à l'État-nation du peuple juif, de rencontrer des députés et nouvellement élus au Parlement européen. Vous m'aviez précisé avant que nous rentrions dans le studio que vous comptez vous-même parmi les anciens cadres juifs qui ont animé pas mal d'années la communauté juive de Strasbourg. Alors ma question qui tombe sous le sens, n'est-ce pas compliqué de lancer une telle association sioniste anti-délégitimation d'Israël comme la vôtre, Israel is Forever, dans cette ville où le moins que l'on puisse dire, c'est que la communauté juive religieusement très fervente d'un côté, de l'autre côté, s'est repliée sur son train-train religieux d'études, de prières, et en manifestant assez peu d'intérêt pour le devenir d'État juif. Est-ce que vous n'êtes pas l'un des derniers mohicans sionistes de l'Est de la France, Jean-Marc ? Heureusement, je suis accompagné, mais il est certain que les deux dernières demandes d'attribution de salles au centre communautaire juif de Strasbourg se sont soldées par des échecs. Et la réponse qu'on nous a donnée, c'est « Ah le Shalom Arshav a demandé une salle puisqu'on vous en donne à vous. Donc pour refuser, comme nous avons refusé à Shalom Arshav, dorénavant, nous refusons à Israel is Forever. » C'est-à-dire qu'il prétexte de ce refus en vous marquant politiquement, alors que votre action est une action désintéressée de soutien à Israël.
une forte action de soutien à Israël, État-nation du peuple juif, avec sa capitale Israël, sa capitale Jérusalem, indivisible, une et indivisible. Ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a eu récemment une marche pour Jésus organisée par les églises évangéliques et catholiques qui a obtenu un succès énorme. Et nous avons été, en tant qu'Israël is Forever Alsace, j'ai été invité avec mon équipe personnellement pour recevoir une délégation de la marche pour Jésus sur le monument qui rappelle la destruction par les nazis de la grande synagogue de Strasbourg en 1942. Et nous avons reçu leur déclaration d'amitié au peuple juif. Et c'est Israël qui l'a reçu. Jusqu'à la veille de la marche, les organisateurs nous ont dit qu'ils avaient envoyé des invitations à nombre de personnalités de la communauté élues. Communauté juive, vous voulez dire. Personnalités juives qui n'avaient pas donné réponse. Mais un vice-président a été là et nous a posé la question, mais qu'est-ce que vous faites là avec des drapeaux israéliens? Oui, nous sommes venus avec les drapeaux israéliens, avec les drapeaux d'Israël Forever, et ça lui a fortement déplu, et je le dis devant tout le monde, oui, c'est comme ça. Et alors, comment vous expliquez, vous, puisque vous êtes sur le terrain et en même temps vous analysez toutes les choses que vous faites assez en profondeur, comment vous expliquez cette réticence des cadres de l'establishment juif à vos actions? Je pense qu'il faut essayer de passer, pour certains, entre le mur et l'affiche, laisser le moins possible de traces et de manifestations de soutien à Israël. Surtout, nous soutenons de toute façon, un sioniste soutiendra tout gouvernement élu en Israël. Il se trouve que là, nous sommes très contents d'avoir un gouvernement qui ait fait passer cette résolution Israël État-nation du peuple juif. Ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc, il y a des gens, il y a ceux qui cachent leur judaïsme. Et ça nous crée effectivement une certaine... Mais ça nous fait une certaine publicité parce que les gens savent qu'il faut venir chez nous pour manifester vraiment pour Israël. Alors le paradoxe, c'est que ça ne plaît pas à certains juifs qui avec des pincettes ou sans pincettes, se positionnent, eux, politiquement, en étant contre telle ou telle loi votée par la Knesset. Mais par contre, vos amis chrétiens n'ont pas les mêmes réticences, d'après ce que vous aviez dit. C'est eux qui nous encouragent. Ne laissez rien passer. Marquez votre judaïsme, répondez à chaque action qui est contre Israël. Nous écrivons aux journaux. Dès qu'il y a un article, nous avons pris la décision, dès qu'il y a un article litigieux anti-israélien, nous répondons. Et ensuite, d'autres amis écrivent aussi, on bâtit, et pour essayer de stimuler une rédaction, on sait très bien dans les rédactions, si une ou deux personnes répondent, ah tiens, mais s'il y en a 10 ou 15, le rédacteur en chef doit se poser des questions. C'est assez remarquable, je dois dire, parce que vous faites là œuvre de décryptage et d'action sur les médias, un type d'action qui n'est pas très répandu en France, par contre qui est très répandu aux États-Unis. J'ai cité dans une autre émission le groupe Camera aux États-Unis qui a des milliers de volontaires dans tous les États américains et qui, dès qu'un éditorialiste ou un journal déraille en mélangeant les faits et l'opinion ou en propageant des informations, disons, erronées, si ce n'est mensongères, eh bien, au lieu de polémiquer, de manifester, comme ce fut le cas en France à l'époque du grand déraillage de Charles-Henri Derlin avec l'affaire Mohamed, rencontre les rédactions, écrivent, faites ce que vous faites. Et vous êtes, je dois le dire, moi qui connais la scène médiatique européenne, vous êtes l'un des rares groupes à monter au créneau, et j'ai eu le plaisir de recevoir d'ailleurs par information vos emails quand vous écrivez ces lettres, qui sont de très bons contenus. Vous faites ce travail unique du groupe Camera aux États-Unis. C'est peut-être une prime qui vous revient d'avoir ouvert ce front et de l'avoir tenu, parce que c'est pas du tout évident. Et comment c'est reçu par les rédactions? Alors ça, silence radio, il n'y a pas de réponse. Et ils ne publient pas, évidemment, vos... Et ils ne publient pas dans le courrier des lecteurs nos réactions, alors que celles d'opposants à Israël, notamment après la marche pour Jésus, où certains s'insurgeaient d'avoir vu une marche pour Jésus qui rencontrait des drapeaux israéliens. Là, oui, c'est passé. Et j'ai répondu à ce courrier des lecteurs, mais... il n'est pas paru. Mais nous le diffusons à un maximum de gens qui reçoivent notre lettre, et ça leur permet à eux de se former, parce qu'on essaie quand même de donner beaucoup de fonds à nos articles. Donc le groupe militant, c'est quelques dizaines de personnes, mais l'audience est beaucoup plus vaste. Vous touchez des centaines, des milliers de personnes dans la région.
Nous avons à peu près 800 personnes sur notre listing qui reçoivent la lettre. Il y en a qui, à un moment, un autre se désabonnent, d'autres viennent, et on demande à ceux qui suivent nos informations de les transmettre encore plus loin. Je me souviens un jour, j'avais eu une lettre du Canada qui était étonné de ce qu'on faisait, disons par un email. Donc il y a des gens qui font le boulot de transmettre les informations. Ouais, dites-moi, existe-t-il, puisque cette association Israel Forever, on la voit des fois manifester aussi en Israël à Hebron, comme la photo derrière vous, le jour de Hebron. Existe-t-il en France, en Europe, d'autres associations qui portent le même nom dans d'autres villes ? Oui, c'est donc Jacques Kupfer qui a créé Israel is Forever en Israël. Il avait créé une section à Paris et une section Jacques Kupfer, il faut préciser, qui était l'ancien dirigeant du Likoud de France, oui, et oui. qui est en France. En France, oui, et qui est vice-président du Likoud mondial. D'accord. Il était venu créer donc à Yom Yerushalayim. Il avait été invité encore à l'époque par la communauté de Strasbourg, donc à Yom Yerushalayim 2017. Et c'est le soir même que nous avons créé Israel is Forever à Strasbourg. Et je crois que maintenant, il ne le réinviterait plus, puisque lui nous refuse la salle. En tout cas, ça nous a permis de créer ce mouvement. Il y a donc une grande équipe à Paris, il y en a à Marseille, et un segment qui commence à Lyon. Des membres d'Israel is Forever ont participé il y a un mois. Nous étions 32 participants de 13 nations différentes à un voyage du souvenir Auschwitz, Birkenau, Majdanek et Treblinka. Et là aussi avec des amis chrétiens. Non, là c'était uniquement des gens du Likoud mondial et d'Israel is Forever de Paris et de Strasbourg. Alors, au vu de votre action, bon, je rappelais tout à l'heure que vous étiez l'un des cadres de la communauté juive, de ces institutions centrales pendant un certain temps. Non, je m'occupais, j'étais le secrétaire général de France-Israël, mais jamais de mandat auprès de la communauté. Alors, est-ce que, comme vous connaissez quand même bien le terrain, là c'est une question qui sort un peu de vos activités au sein de Israel Forever, mais c'est un lieu d'action, c'est aussi un observatoire des institutions à la fois juives et non juives régionales. Comment vous voyez l'avenir, vous, à moyen et long terme, de la communauté juive de Strasbourg, dont je disais qu'elle était cette espèce de petite Jérusalem enfermée dans son train-train religieux, certes louable, mais qui est tout de même un peu schizophrénique. Ça, c'est mon point de vue d'Israélien. Mais comment vous voyez l'avenir Il semblerait quand même que cet avenir soit, on peut le dire, florissant pour certains. Il y a ce qu'on appelle l'alia intérieur. Elle avait été beaucoup soulignée quand les communautés de Metz et de Colmar avaient appelé les populations à Paris, qui étaient en danger, de venir renforcer leur communauté. Ce qu'on avait appelé l'alia de Metz. Et ce qu'ils appelaient l'alia intérieur. Eh bien, il y a des familles parisiennes qui arrivent régulièrement à Strasbourg. Il y a des familles qui viennent d'Israël, qui avaient fait leur alia, qui reviennent. Mm-hmm. Donc, il semblerait que le nombre de Juifs à Strasbourg augmente. Mais à l'époque, j'avais fait une grève pour la faim pour les Juifs du RSS en 1972, à l'initiative de Jacques Kupfer. À l'époque, c'était le FEJ, le Front des étudiants juifs. Donc, mon engagement ne date pas d'hier. Eh bien, on disait, quand on avait été reçu au Conseil de l'Europe, le Parlement n'existait pas encore, qu'il y avait 15 000 Juifs à Strasbourg. On a tendance à dire qu'il y a encore 15 000 Juifs, bien que j'ai entendu des chiffres qui allaient peut-être 18 000. Il faut reconnaître, il y a quelques mois, une intervention remarquable du grand rabbin de Strasbourg, le grand rabbin Harold Weil, qui disait, est-ce que c'était dans le petit hebdomadaire, qu'en fait, l'avenir des Juifs était en Israël. Quel courage! Quel courage! Le grand rabbin de Strasbourg. Ça n'a pas eu un écho toujours favorable. Je ne sais pas si tout le monde a été au courant, mais nous l'avons largement diffusé et nous l'avons félicité. Et il a soutenu beaucoup toutes nos actions d'Israel is Forever. Il est venu à une de vos conférences contre le bashing d'Israël. Il a donné son soutien absolu à notre manifestation de Struthof à l'État-nation du peuple juif, de la zone d'ombre à la zone de victoire. Une attitude de la part d'un grand rabbin qui était à détailler, à souligner, parce que ça sort un peu de l'ordinaire. Dernière question de notre entretien. Est-ce que, de mémoire, vous pouvez, puisque notre propos s'est inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle l'Israël bashing, la délégitimation, le processus permanent de délégitimation de l'État d'Israël, qui d'ailleurs bat de l'aile d'une certaine manière ces dernières années, parce que
eu égard à la situation au Moyen-Orient, au positionnement international d'Israël qui est vraiment sorti de son isolement, mais qui existe tout de même. Alors, est-ce que vous avez en mémoire, vous commenciez à le citer tout à l'heure, mais certains exemples, des exemples flagrants de l'Israël bashing dans la presse et la classe politique alsacienne? Est-ce qu'il y a des articles ou des écrits qui vous restent en mémoire pour bien montrer que c'est un phénomène permanent d'une certaine manière? Je me souviens d'un article qui était violemment anti-israélien, c'était l'année de notre mariage, et j'avais demandé un droit de réponse. Et à l'époque, avec Michel Gourfinkel, nous avions peaufiné un article excellent aux dernières nouvelles d'Alsace. Oui. Nous avions été reçus avec mon épouse par le journaliste. On avait travaillé énormément. Et quand nous étions allés le voir, déjà pour protester, je ne sais plus à quel propos il disait... quelque chose avait déjà existé. Ah oui, la loi qui assimilait le sionisme au racisme, la loi de 1975. Oui, qui a été d'ailleurs retirée. Justement, elle a été retirée. Et il nous dit alors, elle a été retirée, mais elle existe quand même dans les textes. Alors je dis, moi, si je trouve un livre d'histoire ancien, je vois aussi que l'Alsace-Lorraine était allemande. Et voilà, il se base sur ça. Ça a été voté un jour. Son article, c'était sur quoi ? Oh, c'était une délégitimation d'Israël. Mais donc, c'est à ce moment-là, cette phrase, oui, c'est un État raciste, la preuve, ça avait été voté. J'ai dit non, ça a été annulé. Oui, mais on peut le retrouver. D'accord. C'est ça que je lui dis. Mais plus récemment, il y a des débordements, à l'occasion de quoi ? Des mesures sécuritaires par Israël, de la situation à Gaza. Est-ce qu'il y a eu vous avez répondu vous-même récemment à certains débordements et prises de position ? Oui, il y avait des petits articles aussi qui montraient cette... fille arabe dans les territoires de Judée qui avait giflé un soldat israélien. Une héroïne palestinienne. Voilà, qui est devenue une héroïne. Alors on leur avait écrit pour leur dire ce que c'était. Ou quand il y avait les manifestations, il y a 4 ans, lorsqu'il y a en 2014 la guerre de Gaza, il y avait des articles très péjoratifs. On condamne régulièrement le choix par le grand président Trump de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Ça leur donne de l'urticaire. Et pour eux, tout ce qui n'est pas en deçà d'une certaine ligne qui avait été tracée un jour avec un stylo vert, eh bien, c'est Israël, si on veut, et le reste, au-delà, pas touche, il faut revenir à ces frontières-là. Et bien sûr, Arafat était le héros, et ceux qui viennent après lui sont également célébrés, comme Abbas, qui était venu à Bruxelles, et il avait dit que les Israéliens empoisonnaient les puits, et il avait été acclamé, standing ovation. C'était il y a 3 ou 4 ans. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui se passe chaque fois qu'il y a des représentants de ces Arabes de Judée-Samarie qui viennent en France, et notamment à Strasbourg. Alors je disais ultime question, mais là c'est la dernière question qui me monte à l'esprit, parce que vous êtes un rhumatologue distingué, si j'ose dire, connu dans la région, et vous travaillez d'arrache-pied dans votre cabinet, mais comment pouvez-vous, c'est sans doute au dépend de votre sommeil, mais comme tous les vrais militants, mais comment conciliez-vous des activités professionnelles, votre engagement familial et puis ce dévouement que vous manifestez avec vos amis de Israel is Forever? Comment on joint les deux bouts? Là, on passe au confessionnal, alors. Non, bon, c'est une question plus personnelle. J'ai la chance de dormir peu et d'être aidé par mon épouse qui comprend, les enfants moins, mais bon, ils sont plus jeunes, mais ils savent que ce temps est pris à un autre temps. Et choisir, c'est aussi éliminer autre chose, mais... Dans l'ordre, bien sûr, le cabinet médical. À un moment, quand j'étais très, très, très engagé pour France-Israël, avait failli en subir les conséquences parce qu'on écrivait des articles sans arrêt et les gens, ça les dérangeait quand la secrétaire venait et me présentait les documents. Donc là, maintenant, on a bien séparé les choses. Mais dans mon cabinet médical, il y a toutes les affiches des manifestations que nous avons faites, des conférences, en particulier les vôtres, la photo de Trump. J'y tiens. Alors, vous avez donc gagné et perdu des clients avec ça? Je veux dire qu'un jour, Attali, je ne sais plus comment, il était le bras droit de Mitterrand. Oui, à l'époque, je sais plus son prénom. Oui. Jacques Attali. Jacques Attali. La secrétaire vient, il y a un coup de téléphone de l'Élysée, Jacques Attali. Oh,
Ah, qui voulait qui avait répondu à une... Non, qui répondait par téléphone à un article. Pour une fois, un petit article était passé dans Le Monde. Et à l'époque, quand il y avait France-Israël, il y avait toutes les hautes autorités de la ville, maires, députés, qui faisaient partie de l'entête du bureau. Quand une lettre arrivait comme ça, on la tapait encore à la machine, et bien pour montrer, elle était montée, cette lettre, jusqu'à Jacques Attali. Et ce jour-là, je dis au patient qui était là, qui venait pour la première fois, attendez, Jacques Attali au téléphone, j'ai même voulu mettre un petit peu un micro pour enregistrer. Il m'a dit, écoutez, vous vous occupez de Strasbourg, ce que m'a dit à l'époque aussi Simone Veil, nous, on s'occupe de la politique, vous occupez pas de ça, mais je n'ai jamais revu ce patient. Mais je pense que c'est le seul que je n'ai pas de revoir pour cette raison. C'était un patient par téléphone. Sur cette anecdote intéressante, je vous remercie Jean-Marc d'être venu au studio Qualita, et nous disons à nos éditeurs, nous remercions aussi nos éditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Merci Richard de votre invitation.